Il ne suffit plus. Et pour introduire le sujet, pour nous apporter un éclairage substantiel sur le sujet de l'intelligence à l'ère du numérique, on a deux éminents experts. Ils sont tous les deux marocains, mais ils ont une dimension internationale. Alors le premier, il est professeur d'enseignement supérieur, il est expert international en transformation digitale et intelligence artificielle. Il est administrateur et cofondateur de plusieurs sociétés technologiques. Il a accompagné à son actif, je pense, plus que 15 000 personnes formées sur l'intelligence artificielle. Et il a travaillé sur des projets de transformation digitale et mise en œuvre de ce qui est appliqué à l'IA, que ce soit au Maroc, mais surtout aussi à l'international, aux États-Unis, au Canada et en Afrique. Je vais avoir le plaisir d'inviter à mes côtés Mohsin Khdissi, et qui sera accompagné par une autre experte internationale en développement des compétences cognitives et exécutives. C'est une femme marocaine qui préside l'Association marocaine des sports du cerveau et qui dirige le développement des sports du cerveau pour l'Afrique, Moyen-Orient, au sein du COMSA. Je vais la laisser tout à l'heure vous dire COMSA, qu'est-ce que ça représente dans le monde du sport du cerveau. Elle a conçu un modèle marocain de stimulation cognitive en 6 semaines et œuvre à promouvoir la santé cognitive et l'excellence du cerveau humain dans un monde en pleine mutation. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Mohsin Khdissi et Majda Bradij sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis là, avec beaucoup de gratitude aussi, parce que je suis le public de l'école marocaine. Donc ça, c'est, on va dire, le premier élément. Et le deuxième élément qui me rend aussi contente et fière, c'est partager une stage avec le professeur Mohsin Khdissi. Alors aujourd'hui, la thématique, je pense, est assez particulière. Et la vérité, ça a aussi attisé votre curiosité, parce que quand on parle d'intelligence à l'ère de l'IA, on se pose beaucoup de questions sur ce qui reste de nous en tant qu'humains. N'est-ce pas, monsieur Khdissi? Bien. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, comment on va aborder ces thématiques? Donc, nous avons jugé de bonne loi de l'aborder sous 3 axes. Le premier, Inch'Allah, ça sera la définition de l'intelligence. Donc je pense qu'il faut quand même poser un cadre conceptuel. Juste après, on va voir comment l'intelligence artificielle va nous augmenter ou nous diminuer, justement. Et dernièrement, ce sera le dernier axe, on va voir comment développer l'intelligence humaine, mais au-delà des quotients. Parce que quand on parle de l'intelligence, on l'évalue à travers des quotients. Alors que je pense que l'être humain, votre point, il est compliqué, complexe, et on ne peut pas le limiter des statistiques. On a des quotients. Donc, à la barakatillah, on va démarrer avec le premier axe et on va essayer de définir l'intelligence. Et pour ce, je vais vous inviter à suivre avec nous l'histoire. C'est l'histoire d'une créature qui avait un taux d'encéphalisation très élevé. Elle était rapide. Elle avait une vision très développée. Et il avait aussi un mode de raisonnement qui est très très développé. Pourtant, cette créature a disparu. Après, il a fallu des millions d'années pour qu'une autre espèce arrive et qu'elle avait un taux d'encéphalisation qui est légèrement supérieur à la première espèce. Et pourtant, elle est encore là. Elle s'est développée. Elle a persisté. Et elle a même créé une intelligence qui aujourd'hui, on va dire, elle arrive à 10. Est-ce que vous pouvez me dire quelle était la première créature et quelle est la deuxième? Question. Si vous avez une idée. Alors, la première créature, c'était le troodon. C'est le dinosaure. Ce petit dinosaure, il pesait
il était très intelligent selon les scientifiques, parce que la trace de son cerveau central, elle avoisinait 6%. C'est ce qu'on appelle le taux d'encéphalisation. Alors que l'être humain, il a un taux d'encéphalisation de 7%. Donc le traitement est approximatif. Donc le taux d'encéphalisation, elle est minime. Mais pourtant, ça fait des millions d'années. Et donc, on peut de prime abord définir ce que c'est que l'intelligence. Selon les biologistes, ils disent que l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Bien. Alors, dire que l'intelligence c'est la capacité d'adaptation, c'est bien. Les scientifiques, les psychologues et surtout les experts en psychologie cognitive, pour eux, ça mérite vraiment d'être approfondi. Donc, pour définir l'intelligence selon la psychologie cognitive, il faut creuser un petit peu et voir comment le cerveau il fonctionne. Donc, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et ils ont constaté que quand on parle d'intelligence, on parle de raisonnement, on parle de mémoire, on parle de capacité de traiter l'information, et on parle aussi de la capacité de dire c'est oui, c'est non, ce qu'on appelle la logique. Et ce que j'ai dit, c'est le raisonnement et le discernement. Jusqu'à maintenant, c'est bien. Moi, je finis, c'est que, est-ce qu'on va dire que tout le monde est intelligent? Est-ce qu'on va dire que cette personne est moins intelligente que l'autre? Donc c'est là où il fallait justement donner une dimension objective à cette notion de l'intelligence. Et c'est là où Alfred Binet, avec une bonne intention, il s'est dit, il faut absolument que je creuse, pour que je vois comment on va aider les enfants qui sont moins intelligents à l'école. Et c'est là où il a élaboré le premier test d'intelligence. C'est Alfred Binet. Alors, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait un peu officialiser, donner beaucoup plus de dimension objective à ce test. Donc, Jacques, après Stern, et justement, il a créé cette notion du QI, le quotient intellectuel. Donc, le quotient intellectuel, c'est une mesure statistique. Qu'est-ce qu'elle évalue? Elle évalue tout ce qu'on a dit tout à l'heure. La capacité de raisonner, la mémoire, le langage, le discernement. Et depuis, c'est devenu un test et une mesure officielle pour évaluer le niveau d'intelligence de la personne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le QI, il a été utilisé pendant des siècles. Et on s'est dit, oui, donc jusqu'à maintenant, on peut évaluer et dire, c'est une personne intelligente si elle a le score, le QI, c'est une personne moins intelligente si elle a un score inférieur. Alors, il a fallu attendre, on va dire, l'IA pour que nous remettions en question cette notion du QI. Sachant qu'il y avait déjà plusieurs scientifiques qui ont pointé du doigt le QI, on va voir par la suite pourquoi. Donc, le QI, c'est, on va dire, c'est l'élément qui va nous permettre d'évaluer l'intelligence. Et ça, c'est la définition que les psychologues et les neuroscientifiques donnent, on va dire, à l'intelligence humaine. Sauf que les experts en IA, je pense qu'ils ont une autre définition de l'intelligence. N'est-ce pas, professeur? Bon, on est pas bien vous écouter. Merci beaucoup, Majda, et un grand plaisir. Merci. Applaudissements franchement mérités parce qu'il a navigué avec nous autour de l'intelligence en termes de définition et sur l'historique de cette intelligence, de ce que c'est que le quotient intellectuel et comment il a été défini. Et bien entendu, tout cela a une ère et donc, question très importante, aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est quoi déjà? C'est important. Et puis comment elle redéfinit justement cette intelligence? Alors, déjà, c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est un terme aujourd'hui tellement galvaudé, tout le monde l'utilise à tort et à travers, et au bout d'un certain moment, il en perd son sens. Donc, les كنخدموا هذه الكلمه ديال الذكاء الاصطناعي شي مرات الرقمنه حتى هي كترجع الذكاء الاصطناعي، l'informatique c'est le décas الاصطناعي, et au bout d'un certain moment, on a besoin de redéfinir. Première définition de l'intelligence artificielle, c'était en 1956, la conférence de Dartmouth, un mathématicien américain qui s'appelle John McCarthy, qui a défini l'intelligence artificielle comme étant l'ensemble des techniques, des modèles, des outils et des algorithmes qui permettent à
la machine d'imiter une forme d'intelligence humaine. Donc, مجموع الحلول والخوارزميات والنماذج والادوات اللي كتسمح للآلة انها تحاكي نوع من انواع الذكاء البشري. Et je vais m'arrêter ici dans cette définition sur deux mots. Imiter, تحاكي. Donc l'intelligence artificielle, par définition, elle essaie de s'inspirer de cette intelligence humaine. Le premier algorithme qui a permis à la machine d'apprendre, c'est les réseaux de neurones. Et les réseaux de neurones, c'est une simulation du fonctionnement du cerveau. Donc, la machine là, l'humain. Le dernier algorithme en date, c'est le transformer qui se base sur le mécanisme d'attention. Et donc là encore, ça imite le fonctionnement du cerveau. السؤال هو واش qu'il y a une seule forme d'intelligence ou là plusieurs formes d'intelligence. Est-ce qu'il y a une intelligence ou des intelligences? Et justement, la définition de John McCarthy n'est pas l'imitation d'une forme d'intelligence humaine. Ça veut dire que l'intelligence humaine, elle est multiforme. Il n'y a pas une intelligence, il y a des intelligences. Et je sais que vous connaissez la théorie des intelligences multiples. D'accord? Ou même الذكاءات المتعدده اللي كنتكلموا عليهم راه الذكاءات اللي كيتستخدموا حاليا في المارشي du travail. Parce que l'intelligence dans l'histoire de l'humanité, elle a évolué. Et ça, on peut le constater. Est-ce que vous savez qu'un grand philosophe comme Socrate n'a jamais écrit de sa vie? Plus encore, il déconseillait d'écrire. Quand il dit l'écriture, elle avilie, elle souligne les mots, alors qu'aujourd'hui, quand on définit l'intelligence, une bonne partie de l'intelligence, c'est la capacité à lire et à écrire. Imaginez-vous que Socrate déconseillait à Platon d'écrire. Et donc l'intelligence, elle a évolué dans le temps. C'est comme un autre exemple. 15e siècle, en France, qui était un pays assez développé dans le contexte européen, France, ما تعرفوش شحال النسبة ديال الناس اللي كانت كتعرف تقرا وتكتب في ال 15e siècle. Ça ne dépassait pas 5%, 7%. Est-ce que les gens étaient moins intelligents à l'époque? Pas du tout. Ils avaient d'autres formes d'intelligence, des intelligences physiques, spatiales, des intelligences créatives, des intelligences par rapport à la mémoire et à la capacité de mémoriser. Donc l'intelligence, elle a évolué dans le temps. Et le مشكل هو ان في التعامل ديالنا مع الابتكارات والاختراعات et notamment les outils, à chaque fois qu'il y a un outil qui il va détruire l'intelligence. Et je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez que quand il y a eu la calculatrice qui a été introduite comme objet de grande consommation, فاش بدات الآلة الحاسبة وتستعملت بشكل كبير في l'enseignement, il y avait des grèves et ضربات ديال الأساتذة الرياضيات qui ont considéré que la calculatrice allait détruire notre capacité, justement, à calculer notre capacité mathématique. Et ça veut dire tout simplement, tout ça pour dire que l'intelligence, elle a évolué, et elle va continuer d'évoluer. Elle est multiforme, elle ne prend pas une seule forme. Et l'intelligence artificielle, en termes de définition, c'est la capacité de la machine à imiter des formes d'intelligence humaine. Aujourd'hui, on peut résumer l'intelligence artificielle à 3 capacités. La capacité de reconnaître. Donc الآلة تقدر تعرف على الأشياء، تعرف على الوجود، تعرف على les émotions، تعرف على الأشياء اللي موجودة، تعرف على الفوتو. C'est la capacité à reconnaître. Deuxième capacité, c'est la capacité à résoudre des problèmes. Donc là, il y a la partie logique. Et la troisième capacité, c'est la capacité à apprendre. Et donc ces 3 capacités, c'est elles qui font aujourd'hui le cœur de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Sachez également que l'intelligence artificielle ne date pas des années 1950. La définition a été donnée par John McCarthy en 1956. Il y a des gens qui remontent des siècles auparavant, et ils remontent à un scientifique, un inventeur musulman qui s'appelle Ghazali. D'ailleurs, je crois que vous avez entendu parler des instituts El-Ghazali. Ghazali, c'est un inventeur qui a écrit un livre, qui a fait les annales des inventions, qui s'appelle Jalil al-Ulum wal-Hiyal, qui a inspiré Leonardo da Vinci et qui était un inventeur vraiment qui a anticipé, qui était en avant-garde par rapport à la science à l'époque. Parmi les choses qu'il a inventées, c'est des systèmes robotisés, automatisés et qui reposent sur des formes d'intelligence. Je vais terminer sur une petite note. Le mot intelligence n'a pas la même signification dépendamment du contexte et de la langue.
بزاف الناس ما كيعرفوش بان في الولايات المتحده الامريكيه اللي هذا لو مو اول مره تخدم اللي هو الذكاء الاصطناعي لو مو انتيليجونس اون اونغلي امريكان ماشي هو الذكاء. لو مو انتيليجونس بالنسبه لي زامريكان سي لو رونسينيومون. دايوغ جهاز الاستخبارات الامريكي شنو سميتو؟ Central Intelligence Agency. Ça n'a rien à voir avec le DACA. C'est quand on a traduit, à un moment donné, on a confondu l'intelligence artificielle qui reste un outil à l'intelligence humaine qui reste multiforme, évolutive, adaptative et elle est beaucoup plus systémique. Et donc, par rapport justement à ce sujet, je voulais avancer. Peut-être Dr Majda va reparler des impacts négatifs de l'intelligence artificielle sur justement l'intelligence humaine. Et je voulais quand même vous parler de l'intelligence artificielle comme étant un stimulateur de l'intelligence humaine. Qu'est-ce que permet aujourd'hui l'intelligence artificielle? الذكاء الاصطناعي الادوات ديالو الحلول ديالو هما كثير منكم خدموا دي زوتي بحال تشات جي بي تي ولا جيميني ولا دي زوتي بحال كلود، كاين اللي خدموا دي زوتي اللي كيبيرميت دو كريي دي زيماج ولا كريي دي فيديو et ainsi de suite. كاين الناس اللي كيخدموا في الحياه ديالهم اليوميه، كاين الناس اللي كيخدموه دو مانيير بروفيسيونيل في الخدمه ديالهم، وكاين الناس كي نفل با entendre parler de l'intelligence artificielle اللي بالنسبه لهم تعيق لو بروسيسوس دابرونتيساج، لان التلاميذ الطلبه جاو كيخدموا الانتيليجنس ارتيفيسيال اتور غير ترافيك. اي دونك السؤال كيفاش ممكن نستخدم الانتيليجنس ارتيفيسيال pour développer, stimuler, booster notre cerveau, nos capacités cognitives. Et je vais parler ici de trois éléments. Premier élément, الذكاء الاصطناعي il nous décharge, يهز علينا واحد المهام اللي هي مهام ريبيتيتيف، كرونوفاج، كومبلكس اي فاستيديوز. هاد المهام اللي كنضيعوا فيها الوقت بحال البحث على المعلومه، بحال انجاز عرض تقديمي، واش هي مهام تلميم على الذكاء ولا هي مهام اعتياديه؟ معظمها مهام اعتياديه. فاش غتفرغنا يفرغنا الذكاء الاصطناعي من هاد المهام اللي ثقيله على النفس واللي كتاخذ منا الوقت، غنتحرروا باش نديروا اشياء ذات قيمه مضافه اكبر، des choses à plus grande valeur. Et donc là, l'intelligence artificielle peut être un stimulateur du cerveau, peut être un stimulateur de l'intelligence, et peut être un stimulateur de la créativité. Et je vais vous raconter une histoire. L'année dernière, j'enseigne à l'université, et bien entendu, أول حاجة كيطلبوا les étudiants, la première séance à l'université, c'est le support de cours. ياك حتى التلاميذ دابا فاش كيدخلوا اول حصه كيطلبوا هذاك البي دي اف ولا الباوربوينت ولا كذا اللي كيستخدموا الاستاذ. بطبيعه الحال بعض منهم الهدف منه هو انه فاش ياخذ هذاك السيبور دو كور بالخصوص في الجامعه ما تعاودش تشوفوا حتى الامتحان. العام اللي فات مع الطلب قلت للطلبه ما نعطيكمش السيبور دو كور، ولكن نطلب من كل واحد فيكم انه يكري سون بروبر سيبور دو كور et qui correspond à son intelligence, à sa manière de voir la matière et à sa manière d'approcher et d'appréhender la connaissance. وعطيتهم علمتهم الادوات ديال الذكاء الاصطناعي الموجوده والمتاحه، وعطيتهم ميم لي زاكسي في نهايه المطاف، وقول لهم هذاك السيبور دو كور اللي غتنجزو هو اللي غنقوموا بالتقييم بناء عليه. الحمد لله اللي طلبت هذا الطلب لانه كنعطيهم السيبور دو كور ديالي سيبور اللي يرجع الى القرون الوسطى. جي يو دي شوز اكستراوردينير. تخيلوا بان سيبور دو كور ديال لا لوجيستيك مديور على شكل بوند ديسيني. تخيلوا دي سيبور دو كور سو فورم دو شونسون، دي سيبور دو كور سو فورم دو جو فيديو، دي سيبور دو كور سو فورم دو سيت ويب et des supports de cours sous forme de chaîne YouTube avec des autres. Et là, j'ai été impressionné parce que finalement, c'est ces outils de l'intelligence artificielle qui ont permis quelque part de libérer cette créativité. Deuxième élément qui est important et qui permet à l'intelligence artificielle de stimuler l'intelligence humaine, هو أن الذكاء الاصطناعي كيفتح لنا الباب ديال الإبداع. إن الإبداع فيه جوج الحاجات. La créativité est composée d'un volet artistique et d'un volet technique. Le problème, c'est quoi? C'est beaucoup de créatifs, بزاف الناس المبدعين ما كيوحلوش في الكوتي ارتستيك، ولكن الحاجز الكبير ديال الابداع هو التقنيه. فالذكاء الاصطناعي فاش غيحل لك المشكل ديال التقنيه غيفتح لك الابواب
ديال الابداع ديال الابتكار وديال الانتاج. الامر الثالث اللي الانتيليجنس ارتيفيسيال كتعاون فيه وكتساعد فيه العقل البشري باش يتطور وباش يزيد القدام هو ان الذكاء الاصطناعي كيعطينا واحد لاكسي، واحد الولوج الى المعرفه والى المعلومه باشكال مختلفه وبشكل سريع. وربما تكونوا سمعتيو مؤخرا واحد الحدث ديال واحد الطالب في جامعه هارفارد في جامعه MIT اعتذر اللي في 48 ساعه استطاع انه يدخل في تفاصيل واحد لا ماتيير بري سبيسياليزي باستخدام ان اوتي اللي هو نوت بوك ال هو نوتي دانتيليجنس ارتيفيسيال. يعني ممكن نقصوا المده ديال التعلم من شهور وبعض الاحيان سنوات لايام وبعض الاحيان او اسابيع وبعض الاحيان ايام. اذا تقصير المدى ديالو وهذا المده ديال التعلم مهمه جدا، وبالخصوص بالنسبه للاكراهات ديال المستقبل. غنختم بواحد المعلومه ربما بعض منكم سمعها وبعض منكم ما سمعهاش. l'OCDE هي واحد المؤسسه عالميه، c'est une organisation internationale qui regroupe les pays développés. Elle a fait une étude 1987 على مدى الحياه ديال الكفاءه التقنيه، لا دوري دي في دين كومبيتونس تكنيك. في 1987 كانت مده الحياه ديال الكفاءه التقنيه شحال في نظركم؟ 30 سنه. يعني طالب متخرج من الجامعه بهذوك الكفاءات التقنيه اللي اكتسب من خلال مرحله الدراسه يقدر يبقى بهم حتى للمدرب. اعادوا نفس الدراسه في 2023. في نظركم شحال رجع من مده الحياه ديال الكفاءه التقنيه؟ 30 عام زادت ولا نقصت؟ نقصت. في نظركم شحال؟ شكون يعطيني رقم؟ 10 سنين، 3 سنين. 2023 مده الحياه كفاءه تقنيه سنتين، عامين. يعني تخرجتي بواحد الكفاءه تعلمتيها مده سنوات ودخلتي لسوق الشغل، هذيك الكفاءه تبقى معك فقط سنتين. معناها ان الحل الوحيد والممكن والمتاح باش نبقاو اختيمون في المارشي دو لومبلوا هو اننا نتعلموا اليوم وغدا وبعد غدا ومدى الحياه. وهنا غنبغيكم كما كان مرجع الاستاذه ماجده باش تكلم لنا على الجوانب السلبيه وكيفاش ممكن الذكاء الصناعي يديميني الانتيليجنس. Alors on va essayer un peu de créer une controverse et on va voir que l'intelligence artificielle va nous augmenter, elle va nous diminuer aussi. Et je vais me permettre d'utiliser les références les Fontibion, à la MIT. MIT كنظن بان لو رابور راه خرج والبون بارتي من شافوه اللي قالوا بانه l'utilisation ديال l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va nous diminuer. Donc carrément داروا une imagerie cérébrale ديال des personnes, c'est des chercheurs quand même, c'est des chercheurs, mais on parle d'un niveau académique qui est quand même important. Comme les personnes qui utilisaient l'intelligence artificielle pour produire les articles scientifiques, au moment où ils utilisaient l'imagerie cérébrale, il y avait des zones qui étaient désactivées. Désactivées. Je vous dis des zones. Attention. Intibet. Telle zone qui a été désactivée. La mémoire. D'accord? Telle zone qui a été désactivée, c'est la zone de traitement de l'information. Et ce qui est particulier dans le traitement de l'information, le cerveau va on va le disséquer de par ses fonctions. Le traitement de l'information. Le cerveau en entier tiré. Le lobe frontal, le lobe occipital, le lobe temporal et le lobe pariétal. Et c'est un projet d'équipe. Quand tu traites l'information, notamment le cerveau تيتحرك. Je vais vous inviter à imaginer واحد الانسان اللي غادي يبقى نهار كامل في ما غادي يحتاج شي حاجه، غادي يمشي il va utiliser une intelligence artificielle وغادي يقولها fais ça à ma place. Donc les conséquences, elles sont claires. Tel élément, c'est l'effet Google. Je pense que Camille Bina, est-ce qu'on a le numéro de téléphone? Je me demande, vous allez le mémoriser juste après, je ne sais pas, si je vous demande ça à l'accueil, sachant qu'on avait cette capacité à retenir les informations
كنا تنسمعوا. Donc l'effet Google, c'est l'effet اللي جا وهضروا عليه اللي قالوا بانه الانسان اكوز دو لوتيليزاسيون ديال لا تكنولوجي دون مانيير ريغوليير بحال لا ميموار ديالو الى اكسترناليزي. واش تحسوا بهذا الeffet هذا واش pour vous c'est facile de retenir les informations. Alors, troisième chose au stade où on va aussi créer la controverse, ملي كتهضرني على l'apprentissage il devient facile. Et où la notion de la difficulté désirée. Le cerveau, si tu ne le challenges pas, c'est bon, il ne comprend rien, il ne va pas consolider les circuits de l'apprentissage. En plus, l'acquisition de l'information et de la connaissance, parce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'illusion de la compétence. Et ça, c'est une illusion. Si on a accès à cette information, on ne donne pas le traitement qu'il faut, on ne donne pas le retriever et on a challengé, et on a lu, et on a mis en place ce qu'on appelle le temps d'apprentissage long. Le cerveau est impossible pour lui qu'il consolide cette information. Et là, on se retrouve. Moi, je devais mettre un caractère pour la l'information, ou je dois faire les gars qui disent sous elle. Non? C'est pas possible. Parce que le cerveau m'a dit qu'il faut. Telle حاجة ما درتيلهاش le traitement et l'encodage qu'il faut. Telle حاجة ما عرفتيش ترجعتيها. وهنا جاني واحد السيدة دارت هكا. Donc ça me rappelle الكتابة. Alors الأستاذ ملي تقول لي سقراط قال له ما تكتبوش. On était في واحد l'époque mais il y avait moins de distractions. Donc, d'ailleurs, c'est connu en psychologie cognitive, c'est هو باش كنميموريزيو كثر. علاش؟ لأن لوغي انترن سبحان الله العظيم اللي كونيكتي مع لا زون اللي فيها لا ميموار، واللي فيها لا ميموار لون تيرم، كاينه في اللوب تومبورال. اي اون بليس السمع لما نهضروا عليه راه أول سونس كيساكتيف راه هو السمع اللي البيبي تيسمع هو الخشوع. آخر سونس كي سو ديزاكتيف ملي الإنسان تيتوفى هو السمع. Alors, اليوم اشنو وقع؟ هذيك l'écriture, elle a commencé à nous aider à immortaliser quelque part avec l'information qu'on va acquérir. D'autant plus, ce qui est important dans l'écriture, c'est que tu es en contact avec les neurotransmetteurs les plus puissants. D'ailleurs, il y a un concept un peu, on va dire, controversé, qui s'appelle l'homunculus, théorie qui fait que le cerveau, il nous voit. Donc, sachez que l'homunculus, le cerveau de gros yeux, c'est pas des mots, c'est de gros yeux, de grosses lèvres et des doigts libres. Donc le bébé, il te le processus d'apprentissage d'hier, donc, on se dit on va désactiver les circuits les plus puissants qui sont en communication avec notre cerveau. Alors là, je me demande qu'est-ce qui va nous rester. Voilà, en tant qu'humain, surtout tout, ça va pouvoir transformer la quantité d'informations qu'on a aujourd'hui en connaissance. Donc, pour revenir au sujet de est-ce que l'IA va nous augmenter ou il va nous diminuer, moi j'estime qu'il y aura une diminution si on n'utilise pas l'IA d'une manière consciente. Alors, quelle est l'utilisation consciente? Avant les recherches, avant une synthèse, il faut qu'on entame le processus de réflexion. Et là, on fait donc les petites recherches. Après, l'intelligence artificielle qui va nous aider à synthétiser. Sachant que la synthèse, c'est une fonction exécutive. La synthèse, ça devient aussi problématique. Surtout où on a une abondance de l'information. Maintenant, je pense qu'on est arrivé à un point où on va dire est-ce que, et pour répondre justement à la question qui fait l'objet de la keynote, est-ce qu'il faut garder le QI comme, on va dire, indicateur de la mesure d'intelligence? Alors j'ai deux réponses, mais je vais vous donner une parce que, et ça m'engage comme vous. À mon sens, il faut maintenir le QI. Pourquoi? Parce que le QI, quelque part,
évaluer, on va dire, les compétences cognitives de la personne. Donc là, on parle de la cognition. Raisonner, la mémoire et tout, ça, c'est important. Alors, pour l'aspect scolaire, oui, on en a besoin. Mais c'est beaucoup plus pour la santé de notre cerveau. Parce que si on désactive l'attention, la mémoire, le traitement de l'information, ben bonjour les maladies neurodégénératives. Je sais qu'il y a plusieurs facteurs, mais parmi les facteurs de risque, figure la sédentarité cognitive qui peut être causée par l'IA. Donc là, on va maintenir le QI. Il est très très important de développer d'autres QI, on va dire quotient. Et d'ailleurs, c'est la critique qu'on adresse au QI. Si vous voulez que le QI, il mesure le raisonnement. Si je fais tu traites l'information visuelle, est-ce que tu lis, est-ce que tu as la capacité d'engagement? Mais à aucun moment, il nous donne un aperçu sur l'aspect social. Donc cette intelligence sociale de la personne. On peut trouver des personnes qui sont très intelligentes selon les standards de QI, mais antipathiques, et qui n'ont pas travaillé avec les autres, et qui n'ont pas aussi ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc c'est l'intelligence émotionnelle. Bien, alors, au jour d'aujourd'hui, j'estime que c'est très important de garder le QI et de développer d'autres types d'intelligence. Et à mon sens, ce qu'il faut vraiment développer, c'est l'intelligence sociale, c'est le quotient social. Donc je vais parler des aspects de l'intelligence qui sont mesurables. L'un des quotients, on mesure bien des types d'intelligence. Donc l'intelligence sociale. Pourquoi c'est important? À votre avis? Alors, l'intelligence sociale, d'ailleurs la sociabilité, c'était, on va dire, une caractéristique de l'espèce humaine. Quand j'ai en collaboration, on créait des communautés, on travaillait ensemble. Mais j'aime la technologie et le numérique, on a l'illusion de la connexion. Donc d'ailleurs, les réseaux sociaux, ils n'ont rien de social. Parce qu'ils créent une anomie. Donc tu passes toute la journée avec un téléphone, et si on prend un groupe pour acheter un espace, avec un chichette de téléphone et les gens ils ne communiquent pas, et ça sur le long terme, sachez que c'est des circuits, le cerveau qui vont être désactivés. Je vais opérer tous les circuits et les réutiliser plus tard. Donc le quotient social est très important. Alors, في الإطار ديال الدراسة كيفاش غادي نديرو هذا الكوسيون سوسيال؟ أبسط حاجة نعلم الوليدات يخدموا باغ إيكيب وناخذ هذاك اللي لو بلوز انتيليجون نشدو نحطو بزميلو même s'il ne veut pas, mais bon je dis bzmilo, c'est-à-dire qu'on va quand même lui expliquer qu'il y a une intelligence qui fait que mettre ensemble, le résultat sera nettement meilleur. Donc ça c'est pour le quotient social. Deuxième quotient, le quotient émotionnel. Alors le quotient émotionnel, l'émotion, je pense que c'est dans la commune, mais il y a l'empathie. Les symboles de l'empathie, on se dit que c'est une notion abstraite. Ben non, sachez qu'elle a sa place dans le cerveau et le cortex frontal. Donc, tu es isolé, tu n'es pas en contact avec les humains, sachez que, qu'on le veuille ou pas, cette compétence, cette intelligence de comprendre l'autre, elle va disparaître. Donc, le quotient, on va dire, émotionnel, l'empathie, aussi la gestion des émotions, et c'est très important. Donc, l'empathie, on va dire, elle va aller de pair avec le quotient social, mais l'intelligence émotionnelle, je suis un peu, on va dire, à chaque fois que tu as le mot de l'intelligence émotionnelle, un traitement crèche le cerveau, franchement, c'est. Alors, chez l'intelligence émotionnelle, c'est ta capacité à réguler l'émotion directe. Donc concrètement, le cerveau est deux zones qui sont en jeu. Avec l'amygdale, c'est-à-dire que vous avez qui gère les émotions, elle déclenche les émotions, elle dit que ça a la chimie directe, donc elle processe ça. On dit que le lobe frontal, il va réguler dans la décision. Je vais réagir ou je vais m'abstenir. Et je te dis une intelligence émotionnelle à l'aide du numérique. كتحيد لسبب واحد. On devient impulsif. وهذا
sociaux. تنظن كاملين بينا تنلاحظوا بانه تيكون دي كومبورتمون اغريسيف لا هضرتي مع شي واحد ما تيعجبوش الحال. Et la cause principale, هو أن on devient moins attentif, on devient moins concentré et on est surstimulé. يعني حتى هذاك 3 secondes pour changer de pattern ماشي تيقول انت ملي توصل لواحد ليموسيون faut juste تكتي جالس وقف مشى الامر راه محلول. et pourtant ما بقاتش عندنا هذيك لا باسيونس ديال 3 secondes pour traiter l'émotion et dire tiens je m'abstenir. Ou là, si jamais je réagis, je vais réagir, mais d'une manière plus sage. Donc, je fais le numérique, je le dis. Donc, c'est vrai qu'il nous augmente, mais en même temps, si on l'utilise pas à bon escient, là, vraiment, l'humanité elle va perdre ses caractéristiques ou l'intelligence telle que définie par le QI, va diminuer le quotient social, on va diminuer le quotient émotionnel, on va diminuer aussi le quotient que je vraiment. est très très important à retenir, les voies de quotient d'adversité. Est-ce que vous avez entendu parler du quotient d'adversité? Alors le quotient d'adversité, c'est Paul Stolz qui l'a initié, ça date de 1987, comme quoi assez nouveau. Ce que je veux dire, c'est que quand tu es sous pression, ou là, face à un challenge, tu dois être résilient. Pratiquement. Tu as la capacité d'analyser la situation, de reprendre le contrôle, de prendre la décision et d'en sortir indemne. C'est-à-dire qu'il signera antifragile. D'ailleurs, vous avez d'ailleurs ce livre, Nassim Nicolas Taleb. D'ailleurs, il critique le QI, il te dit que ce n'est pas une mesure de l'intelligence. Et pour lui, la vraie intelligence, notamment à l'ère de l'IA, c'est de devenir antifragile. Ça veut dire l'intelligence réelle d'abord, il y a devenir résilient avec un quotient d'adversité très très important. Donc, pour conclure, je pense que c'est vrai que maintenant on a vu que l'intelligence elle peut être mesurée, mais je vais donner la parole à la professeure Rdissine parce qu'elle a mentionné le type d'intelligence qu'on ne peut pas cerner à travers des quotients. Donc, est-ce qu'on peut uniquement être évalué à travers des quotients? Alors, moi personnellement, je ne crois pas aux catégorisations, classifications et statistiques qui concernent les humains. L'humain, est différent. Ça permet d'approcher, de cerner. Et ce n'est pas mathématique, ça reste statistique, probabilistique. Je voulais déjà vous parler de quelque chose qui aujourd'hui a été défini dans le domaine de la recherche, qui s'appelle le quotient de l'intelligence artificielle, AIQ. Donc il y a l'IQ, il y a Intellectual Quotient, et il y a le AIQ, ça veut dire en fait le quotient de l'intelligence artificielle. Cette capacité à utiliser l'intelligence artificielle va devenir un élément fondateur de notre intelligence. Et donc, si on veut redéfinir le quotient de l'intelligence, même si je ne crois pas à ces catégorisations, ben, il faut le définir à travers le QI, le QE, le QS, le quotient de la diversité, mais également le quotient de l'intelligence artificielle. Votre capacité à prompter, à questionner, à poser des questions à l'intelligence artificielle. Socrate, tout à l'heure j'en parlais, ben, il a la méthode socratique qui consiste à poser des questions pour approcher la connaissance et approcher la sagesse. Et donc, poser les bonnes questions, c'est quelque chose que l'IA va pouvoir nous apprendre, mais la capacité également à questionner au sens de critiquer, d'analyser a posteriori et la capacité d'être créatif. Mais au-delà de l'intelligence, il y a l'intelligence de l'au-delà. Au-delà de l'intelligence, il y a l'intelligence de l'au-delà. لأنه ذكاء وحده ne peut pas définir l'humain. Et donc, quel est l'intérêt d'avoir une personne qui a un QI de 150 et qui est criminel? Et donc, il faut revenir à des choses peut-être beaucoup plus fondamentales par rapport à l'intelligence, dans le sens où il y a l'intelligence du vivant. Aujourd'hui, la technologie, des fois, nous sépare du vivant, du naturel. On a l'intelligence artificielle. Il y a une intelligence naturelle. Je vous sens, je vous cherche, je vous lance, je vous chante. Moi, la personne la plus intelligente que je connais de mon existence, c'est mon grand-père, qui n'a eu aucune forme d'éducation.
Et c'est quelqu'un qui était extrêmement intelligent. Les années 40, les années 50, il a tenu à avoir les meilleures écoles pour ses enfants. Il tenait absolument à ce que ses enfants, ses petits-enfants aient une éducation. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais eu une éducation. Avec le naturel, la proximité avec la nature, avec les créatures de Dieu, et chez les Khatullah, qu'il a eu cette intelligence. Et deuxième type d'intelligence, qui à mon sens est importante, c'est l'intelligence du cœur, l'intelligence spirituelle. C'est notre capacité à comprendre l'autre au-delà de ce qu'il exprime. Notre capacité à se connecter avec l'autre, avec la nature, avec le divin. كلمة الذكاء ما كايناش في القرآن وما كايناش في الحديث. وفي القرآن كتلقى كلمات أخرى اللي كتعوض كلمة الذكاء. اللي هي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. تلقى كلمة الفقه، تلقى كلمة الفهم، تلقى كلمة البصيرة. في الحديث كاين حديث واحد أو من الأحاديث اللي كيتكلموا على الذكاء ولكن كيتكلم بالمو الكيس الفاطمي. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. Donc au-delà de l'intelligence de l'au-delà. L'ذكاء qui s'étend au-delà d'une vie, au-delà d'une existence, pour s'étendre vers le akhir. Je vais quand même terminer sur une note importante qui, à mon sens, est quelque chose qu'on doit retenir de cette keynote. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, je suis enseignant, établissement d'enseignement, je suis dans la stratégie de l'enseignement. Que dois-je faire par rapport à ces différentes notions, par rapport à cette intelligence qui est aujourd'hui bousculée par la technologie, par l'intelligence artificielle? Et bien, ce qu'il faut faire, c'est une combinaison de ce que j'ai dit et ce qu'a dit le Dr Najla. Ça veut dire qu'il faut et développer cette intelligence artificielle dans la classe, avec les élèves et avec les étudiants, mais d'une manière consciente. Mais en même temps, faire en sorte qu'on récupère, qu'on garde, qu'on préserve, qu'on protège l'intelligence humaine et cette capacité, notre capacité cognitive au niveau du cerveau. Et c'est pour ça. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais avant la révolution industrielle, il n'y avait pas de salle de sport. Pourquoi il n'y avait pas de salle de sport avant la révolution industrielle? Parce que l'activité physique faisait partie du travail et du monde du travail. Et quand on est devenu plus sédentaire, le travail dès le bureau, on développe les salles de sport. À l'ère de l'intelligence artificielle, je crois profondément, pertinemment, qu'il faut développer des salles de sport du cerveau. Dr Najla est l'une des pionnières à l'international dans ce domaine. Et je crois qu'il faut intégrer cette capacité à développer nos capacités cognitives au quotidien pour préserver cette intelligence. Je crois pertinemment que le plus grand risque sur l'intelligence humaine, c'est la bêtise artificielle. Et le plus grand risque sur l'intelligence artificielle, c'est la bêtise humaine. Et dans un monde où chaque jour, on entend le terme d'intelligence artificielle, on voit ses impacts positifs et négatifs, nous avons tous intérêt, individuellement et collectivement, à être chaque jour beaucoup plus intelligents, beaucoup moins artificiels et profondément plus humains. Professeur, quand vous avez parlé de l'intelligence naturelle, je vais vous raconter une anecdote. Vous savez, moi j'ai grandi une ferme Foudiona. Et en parlant d'agriculteurs, mon père aussi il était. Alors sachez que quand il y a des chats, des chiens, des animaux de la ferme. Et mais mon père quand il est à casa, il a envoyé donc les chats, ils jouent du coup de et c'est comme s'il savait que j'aime, mais il ne faisait pas ça avec une autre personne. Donc tu es sourd. Comment ça se fait que les chats tu savent que tu as j'ai, mais quand tu es par exemple ma cousine, tu es un brassard, tu es un chien, mais tu dis non, tu es un sa réponse gagne parce qu'elle est telle femme. Je vois comme c'est puissant. Deuxième élément, quand subhanallah, mais qui chauffe une plante, il تيقول لك سقيها ولا تيقول لك لا خاصها لاندري ولا تيقول لك elle va mourir. Ça c'est le deuxième élément.
Et le troisième élément, l'intelligence naturelle et la connexion avec le vivant. فاش توفاش ديال الله يرحمه الشجره اللي كنغرس ديال المشماش تهرست لا سمين كيسوي مشات ما بقاش عندك مرض. Donc juste pour dire que on fait partie d'un écosystème qui est vraiment puissant. Donc d'abord, le QI, on va maintenir Inch'Allah à travers la stimulation parce que c'est ce qui fait de nous aussi des humains. Il faut absolument se reconnecter à la nature. Pourquoi? Parce que l'intelligence naturelle, le vivant, est nourrie d'une manière indirecte l'intelligence qui est évaluée par le QI. Maintenant, pour revenir au sport du cerveau, je vais vous raconter pourquoi j'ai initié ça. Alors, je suis partie au Vietnam, quand les championnats de mémoire, et j'étais surprise par le fait de voir des enfants de 6 ans, 7 ans, des personnes de 74 ans. D'ailleurs, la championne l'année dernière, elle avait 74 ans. Donc, en décembre 2025, elle a 74 ans. Et je lui ai posé la question, Clara, est-ce que j'ai vraiment, je suis curieuse. Ben, elle m'a dit, je veux rester vive, je veux rester fraîche et je veux rester autonome. Donc, ça revient à l'idée d'elle, entraîner aujourd'hui son cerveau par l'apprentissage continu aussi, c'est ce qui va nous permettre de préserver non seulement la performance qui est évaluée par le QI, mais aussi notre santé cognitive. La personne qui est consciente, mais qui comprend. Donc, stimuler aujourd'hui notre cerveau à travers des techniques qui sont très simples. C'est vraiment très simple. Je préside l'association marocaine des sports du cerveau. On a le groupe d'enfants. 6 à 7 semaines, on a co-organisé les championnats du monde. Bah, sachez que le Maroc il a été classé le premier par équipe. C'est des enfants, il m'a